Bonsoir, bienvenue à cette rencontre avec David Scherer, donc spécialiste des effets spéciaux de maquillage. Je vais dire ce que j'ai déjà dit lors d'une présentation de film. Quand on épluche sa filmo, c'est assez vertigineux. Donc c'est 300 courts-métrages, une cinquantaine de longs-métrages. Il a travaillé avec des gens aussi différents que Gaspard Noé, Bertrand Mandico, Éric Valette, Hélène Caté, Bruno Forzani, Xavier Beauvois et beaucoup d'autres. Voilà, c'est trop long, tout ça à citer. Il vient de finir d'en discuter il n'y a pas longtemps le Bazar de la Charité qui va être diffusé lundi prochain sur TF1, qui est une mini-série en 8 épisodes, c'est ça? Je me trompe pas. Produit par TF1 et Netflix, waouh. Et donc, il y a plein de cadavres brûlés. Voilà. Combien tu en as fait sur ce truc-là? Enfin, tu avais une équipe de 10 personnes, je crois, c'est ça? On a fait 25. Voilà, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut ce qu'il faut. Exactement. Et je vais commencer par une question ultra bateau. C'est comment on se retrouve dans les effets spéciaux de maquillage, qui n'est pas un métier, on va dire, qui est courant, très très courant en France. C'est vrai. Bonsoir déjà. Alors moi je m'y suis retrouvé de façon super naïve, tout simplement en étant fan de cinéma. J'ai passé toute mon adolescence et mes années lycée à découvrir des films en VHS. Ce que je dis toujours, l'anecdote que je sors toujours, j'avais en fait un vidéoclub à côté de mon lycée. Donc c'est arrivé un moment où je passais plus de temps au vidéoclub qu'au lycée. J'ai visionné des centaines de films et c'est ce qui m'a tout simplement donné envie de travailler après dans le cinéma. Au début, pas forcément dans le maquillage spécial, mais je me disais, je veux vraiment travailler dans le cinéma. Et le cursus que tu suivais, c'était j'ai un cursus de sociologue. Donc, ce qui est tout à fait logique avec les effets spéciaux de maquillage. Absolument logique. Et qui n'a aucun rapport avec le cinéma. En fait, arrivé à la fac, je me suis dit, je voudrais donc travailler dans le cinéma, mais ça impliquerait de faire quelque chose, une activité, un job où on fasse tout le temps des choses différentes, où on puisse rencontrer des gens et où on puisse voyager. Et du coup, le maquillage spécial, les effets spéciaux en général, ça s'est imposé parce que comme tu citais, des réalisateurs très différents, c'est ça. C'est des nouvelles rencontres à chaque fois, c'est des nouvelles créations à chaque fois, c'est des nouveaux points de vue, c'est des nouvelles histoires, c'est des nouvelles façons de faire. Et je pense que c'est indispensable quand tu veux pas te lasser, que tu fais Mais du coup, tu parlais de vidéoclub, etc. Donc je suppose que tu consommais des VHS, que tu allais aussi en salle, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que ça a été, je sais pas, est-ce que ça a été un film? Est-ce que ça a été une séquence à un moment donné où tu t'es dit, ah oui, voilà ce que je veux faire? Oui, c'était le film que m'avait enregistré mon père, qui s'appelle Poltergeist, film de Toby Hooper. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est génial, tout le monde l'a vu quasiment. Et c'est pour ceux qui l'ont vu, c'est le moment où on va voir tous les squelettes sortir de la piscine. Et quand j'ai vu ça, bizarrement, au lieu d'être entre guillemets choqué par la séquence, moi je me rappelle très bien, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a une personne qui est sous l'eau et qui est en train de faire ressortir des faux squelettes, des faux cadavres comme ça. Et je me suis dit, mais ça doit être un job génial. Donc tu avais déjà quand même cette notion de trucage quelque part. En fait, alors, c'est complètement débile ce que je veux dire, mais je me doutais que c'était pas des vrais macabées. Mais du coup, je me disais, mais alors comment ça se passe quand on fait quelque chose comme ça, quand on fait ce type de séquence? Effectivement, il doit forcément avoir quelqu'un dans l'eau, dans la flotte, qui manipule tous ces trucs-là. Et je me dis, mais c'est quoi ce métier? En fait, ça consiste en quoi? Et après, à partir de là, je me suis renseigné, je me suis dit, ok. Alors justement, parce que donc tu es complètement autodidacte, tu n'as pas, suivi de formation. Non, à part la sociologie, non. Ni rien, mais dans ces cas-là, comment on fait pour apprendre? Parce que c'est quand même un métier qui, en fait, ça nécessite pas mal de techniques. Donc, oui. Du coup, comment on fait? Enfin, je ne sais pas si tu étais tout seul, s'il y avait des gens autour de toi. Non, en fait, j'étais tout seul. Après, j'avais découvert un petit tuto dans Science et Vie Junior. C'est pas vrai? C'est vrai? Si, c'est vrai. C'est une rubrique qui était tenue par Pascal Pinto. Et il expliquait comment mouler une main.
Donc moi, je me suis lancé dedans, j'ai acheté du plâtre et des trucs comme ça. Et après, c'est des essais, des essais, des essais, des essais, jusqu'à temps que ça marche. Parce que moi, je pensais naïvement que c'était cette fameuse rubrique dans Mad Movies. Mais j'ai lu aussi, Euh, j'ai posté des photos dans Mad Movies, la rubrique du cinéphane, tu dois voilà, faire. c'était ça, la rubrique du cinéphane. Mais en fait, non, moi c'était un tout petit peu différent. Je suis passé par là, je postais des photos dans Mad Movies et quelqu'un qui est. Moi je suis originaire d'Alsace, hein, je suis de Strasbourg. Et quelqu'un qui est aussi du coin de Strasbourg m'a contacté. Et je me rappelle très bien, il est venu me voir avec un sac en toile de jute, des sacs de la Poste, bourré de revues, d'une revue qui s'appelle Fangoria, pour ceux qui connaissent, le magazine américain, qui est l'équivalent de Mad Movies, mais Made in USA. Et c'était voilà, des tonnes de photos, des tournages d'Amityville 3, de Vendredi 13, d'un film qui s'appelle Vampire, vous avez dit Vampire, de Freddy, de tout. C'était bourré de photos de tournage, et du coup c'était très inspirant. Mais Et à donc, partir de là, moi, complètement naïvement, je prenais ça et j'essayais un peu de reproduire de oui, de façon reproduire très en fait maladroite. voilà, les Très images que tu maladroite. voyais, et tout, Exactement, etc., quoi. qui ont marqué mon esprit. Mais du coup, en fait, est-ce qu'il y a un maquilleur en particulier, parce que tu as dû commencer à connaître un petit Oui, peu plus en pratiquant, ouais. est-ce qu'il y a un maquilleur d'effets spéciaux qui, à un moment donné, tu t'es dit, ah ouais, 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 lui, c'est absolument génial ce qu'il fait. Deux, en Euh, fait. enfin, Euh, je sais pas, Robotin, Dick Smith, voilà, qui sont des grands maquilleurs américains. mais c'est ça, en fait, ceux-là, c'est vraiment les grands qui impressionnent. Quand je voyais effectivement leur nom dans des génériques, je me disais, oui, Rob Bottin qui a fait Robocop ou The Thing, oui, c'est hyper impressionnant. Quand on voit ça, on se dit la quantité de boulot et tout, c'est incroyable. Mais en fait, il y en a deux qui m'ont inspiré dans le sens où leur job, c'était plus à échelle humaine, notamment un en particulier qui s'appelle Gianetto de Rossi, qui est un maquilleur italien, qui a une filmo qui est ultra variée. Ça va, il a fait Cléopâtre avec Oui, Donald Sutherland, si je ne me trompe pas. Il était une fois dans l'Ouest, il a fait le rajeunissement de Henry Fonda. Quand on le voit dans la scène du flashback la séquence de la pendaison, Henry Fonda, il est rajeuni pour le film. Mais en fait, quand il tourne le film, il a 62 ans. Et l'apparence qu'ils lui ont donnée est incroyable. Mais surtout, Gianetto de Rossi, il est connu un peu des fans de fantastique parce qu'il a fait les effets gore des films de Lucio Fulci. L'Enfer des zombies, L'au-delà, Frayeur, La maison près du cimetière. Il a fait comme ça toute sa série de films, vraiment ce qu'on appelle la période gore de Lucio Fulci. Et plus tard, moi j'ai découvert son travail donc, sur les films de Fulci, mais surtout il a fait un film français d'Alexandre Aja, c'est Haute Tension. Et le film, moi, m'a fait halluciner en termes de maquillage spécial, tout simplement parce il a fait ce film seul. Il était tout seul, le gars. Quand on voit la quantité de boulot, la quantité de maquillage, les prothèses, les effets gore qu'il y a dans Haute Tension, j'étais absolument subjugué. Chez Rick Baker, vous avez 5 sculpteurs, 5 mouleurs, 5 personnes qui vont faire la peinture, 5 personnes qui vont faire les structures, les effets mécaniques et tout. Bon, ok, en soi c'est extraordinaire, mais après du coup on a du mal à se projeter. Tandis que De Rossi faisait toujours tout seul. Donc du coup quand on voyait le job à l'image, on se disait ça, il y a un mec tout seul derrière qui fait tout ça. Quand on voit un alien, même dans Alien 3, oui, ouais, on ouais. se dit ok, la créature elle est formidable, mais il y a 15-20 personnes derrière. Donc, ça n'amenuise pas hein, la quantité de boulot, mais disons en soi, quand on essaie de se projeter à son tout petit niveau comme le mien, je me disais, ouais, j'aimerais bien essayer de comprendre jusqu'où on peut aller, parce que je me doutais bien que quand il y avait des créations énormes, je me dis, mais les mecs, ils sont pas tout seuls. Et après, à partir de là, j'ai un peu essayé de reproduire, j'ai écouté beaucoup d'interviews du gars, et c'est quelqu'un qui est Gianetto de Rossi, il a toujours beaucoup d'anecdotes hyper passionnantes quand il parle de ce qu'il faisait avec Fulci. Et j'ai vite senti que c'était quelqu'un qui mettait aussi le rapport humain en avant. Et ça m'a semblé très important pour travailler après avec les réalisateurs et tout. Je sais pas, il y avait quelque chose. Je trouvais que il passait pas pour un simple technicien. On sentait que le mec s'impliquait, qu'il aimait parler avec les gens, qu'il aimait le contact. Et je me suis dit, ok, ça c'est
à mon avis, c'est vraiment le style de personnalité qui me correspond le mieux. Tu mettrais ce style, par exemple, de barrière, je sais pas, entre l'Italie, par exemple, et les États-Unis, ou de suite aux États-Unis, il y a un côté, industriel, on va dire, et par exemple, si on passe en Italie pour les années 70 ou 80, il y a ce côté petit artisanat, c'est ça, de système D, de débrouille, de... Mais surtout, je pense, alors, aux États-Unis, ils ont inauguré le système D avec des gens comme Roger Corman. Ça, c'est fantastique. Tout l'héritage de Roger Corman, les films bricolés, les séries B et tout ça, je trouve ça en soi, je trouve ça incroyable. Je trouve après, en Italie, ils assument leur côté système D. Quand Lucio Fulci va faire l'au-delà, il y a une séquence avec des araignées, pour ceux qui l'ont vu, où on a un mélange dans le même plan d'araignées réelles et d'araignées factices. Où c'est presque même d'ailleurs, c'est très visible. On se rend compte qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais justement, avec cet état d'esprit, Fulci, il n'a pas peur de les montrer, il assume les faits. C'est-à-dire que même si c'est un côté artificiel, la scène fonctionne. Et en fait, je me suis rendu compte que les Italiens, il y avait une façon de procéder, une façon de mettre en scène les effets, moi, qui me parlait beaucoup et qui, du coup, m'a beaucoup inspiré dans ce côté système D. C'est quelque chose que je pratique toujours. Donc tu penses qu'il y a, enfin, à ce moment-là, il y a une espèce d'osmose entre le réalisateur, directeur photo et le technicien d'effets spéciaux. Complètement. Et c'est particulièrement vrai pardon, chez Lucio Fulci, quand il y avait cette espèce de, on va dire, d'osmose parfaite. Il y avait Fulci à l'area, Sergio Salvati à la photographie, Gianni Rossi aux effets spéciaux, je crois qu'il y avait Vincenzo Tomase au montage, si je ne me trompe pas. Enfin, il y avait, voilà, toutes les bonnes conditions, tous les bons techniciens réunis en même temps. C'est d'ailleurs pas un hasard si plus tard, dans les films de Fulci, c'est plus justement cette équation, et c'est là où justement le cinéma de Fulci va commencer un peu à se casser la figure. Et c'est comme aux États-Unis, on peut le rapprocher d'un autre technicien qui est très connu dans les effets de maquillage, c'est Tom Savini. À une époque sortait ce qu'on appelait des slasher movies. Vendredi 13, il y avait The Burning qui est sorti en France sous le nom de Carnage. Il y avait Maniac de William Lustig. Et en fait, c'est tous des films où Tom Savini a participé et il y mettait une patte particulière. Il y avait une utilisation très graphique des effets gore. Il y avait quelque chose vraiment qui... On reconnaissait immédiatement sa patte. Et par la suite, tous les autres slashers qui sont sortis, il a fait 2 Vendredi 13, Tom Savini, le premier et le 4e. Si vous regardez les effets, par exemple, du 2, du 3 ou du 5, c'est pas la même. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien. Il y avait une touche Savini à l'époque qui fait que ça fonctionne et que c'était impactant. Parce que lui travaillait plus sur une notion d'impact que sur une notion de technicité en maquillage. C'est-à-dire, ça, c'est important de pas tout miser sur la technique. Il y a aussi de la mise en scène, il y a aussi du cadrage, la façon de monter, la durée que tu vas utiliser un plan, etc. C'est primordial. Et souvent, c'est plus important encore que l'exécution technique du trucage. Ok. Je pense. Et alors, du coup, pour continuer à parler cinéma, et avant de revenir sur ta carrière, moi, j'aimerais bien avoir ton avis, par exemple, sur un film comme The Thing de John Carpenter, où là, par contre, il y a une J'ai cru que tu avais demandé mon avis sur Grave, j'aurais été malheureux. Non, on va pas parler de Grave ce soir, sauf s'il y a des questions sur Grave. Mais je vous engage aussi à... c'est pas nécessaire, ça. N'hésitez pas à poser des questions aussi pendant la rencontre. Peut-être que ça rendra plus... Voilà. Si vous voulez intervenir, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a un micro qui traîne dans la salle. Il y a une main qui s'est levée. Oui, non, oui. Bah déjà, voilà. Donc ça, c'est cool. Donc je reprendrai ma question sur The Thing. On reprendra sur The Thing tout à l'heure. Bonsoir. C'est une question un peu spécifique sur ce que vous venez de dire. Et vous venez de dire que des fois, il ne faut pas se concentrer sur la technicité. Ce que vous avez apprécié d'un certain film, c'était de voir quand c'était faux, que ça marchait quand même. Et moi, je pense à des boulots qui touchent un peu ce que vous faites aussi, et que j'ai lu récemment des articles sur ça, où dans des jeux vidéo ou dans des autres domaines où on doit traiter des images violentes pour réelles, pour arriver au résultat artistique conséquent.
et on les traite, et les professionnels qui doivent traiter ces images et produire du contenu avec doivent s'exposer à des images réelles violentes pour pouvoir construire sur ça. Et ça a eu un impact psychologique important pour les personnes, je pense à des jeux vidéo que j'adore aussi, hein, c'est pas ça la question, mais que pour les gens qui travaillent dans le milieu a un impact important psychologique. Et je me demandais si pour vous que quand même souvent les effets spéciaux de ce type-là sont quand même liés à des scènes très violentes dans la vie qui provoquent des traumas si on y est exposé dans la réalité, pas au cinéma. Ça, c'est absurde. Mais je me disais, vous, si vous avez eu expérience de ça, et bon, j'ai déjà un peu eu la réponse sur quel rapport vous avez à ça, dans le sens que vous dites que vous appréciez beaucoup aussi quand ça peut se voir que c'est faux et quand le film travaille avec ça. En tout cas, j'étais curieux de savoir si vous avez quand même eu des fois des difficultés, parce que j'imagine que quand même pour travailler, il faut s'inspirer à quelque chose souvent. Des fois, on peut s'inspirer à des films. Dans votre cas, je vois que c'est beaucoup de ça. Est-ce que vous avez eu des fois la nécessité d'aller vers un hyper-réalisme pour une production, pour un travaux qui vous est commandé, et devoir donc chercher des images particulièrement complexes à regarder, réelles, et comment vous avez pu traiter ça pour vous, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant. En fait, ça m'est arrivé très récemment à traiter un effet de façon hyper réaliste. Mais de manière générale, je vais jamais m'inspirer de la réalité. Je vais toujours m'inspirer de ce que j'ai vu dans des films ou bien d'une vision du réalisateur. Quand je dis la vision du réalisateur, c'est le ton qu'il veut donner à sa séquence. Des fois, on va jouer sur un hommage. Ce que font Hélène Cattet et Bruno Forzani dans leurs films, ils citent, ils font des références. Donc on s'inspire de ce qui a déjà été fait dans des films. Ce que fait Tarantino quand il fait Kill Bill. Toute la séquence de massacre à coups de sabre, c'est inspiré du Shambara, du film de sabre japonais. Donc là, c'est assumé. C'est vraiment une citation. Après, par exemple, dans le cadre de séries télé, on ne fait pas justement dans l'hyper-réalisme parce que ça ne fonctionnerait pas. On fait quelque chose qui soit, entre guillemets, compréhensible par le spectateur. En l'occurrence, il faut que ce soit impressionnant tout en restant, entre guillemets, interdit au moins de 10 ans. Petit slogan, petite plastique sur le côté de l'écran, parce que si c'est moins de 12 ans, ils n'aiment pas. Et ils risquent de ne pas le passer. Sur les films, c'est pareil. Moi, c'est plutôt Moi, c'est la vision du réal qui me guide. Est-ce que maintenant, il veut que cette séquence soit très impactante ou pas? Est-ce qu'il veut que ce soit très choquant? Ou est-ce que c'est un peu plus édulcoré? Est-ce que c'est un peu plus fantaisiste? Et du coup, non, la fois, c'était pas plus tard que la semaine dernière, où tu parlais de Xavier Beauvois, j'ai là travaillé sur son dernier film, et lui voulait que l'effet, en l'occurrence, c'est un personnage qui prend une balle dans l'artère fémorale, lui voulait que ce soit absolument hyper réaliste. Donc il a fait venir un docteur, un authentique médecin légiste, qui nous a guidés exactement, nous disait la couleur du sang c'est ça, la texture du sang c'est ça, etc. Il nous donnait tous les détails. Après moi, j'ai quand même insisté pour ne pas avoir de photos, j'ai pas envie de voir ces trucs-là. Moi je vois ça en vrai, je peux tourner de l'œil. C'est pas... Moi, j'ai un vrai rapport cinématographique. Encore une fois, c'est du cinéma. Donc, tout ce qu'on crée, c'est de la fiction. C'est une histoire, c'est une vision de réalisateur. Après, moi, je peux comprendre, je crache pas dessus qu'il y en a qui cherchent à reproduire comme ça la réalité. Mais en fait, moi, c'est pas mon truc. Ça, je suis pas très fan, en fait. Mais la démarche en soi est intéressante. Je la respecte pour ça. Après, je ne passerai pas par ça. Moi, je vais vraiment avoir besoin d'avoir des références de films. Peut-être par rapport à ma formation en tant que telle, d'avoir vu énormément de films quand j'étais plus jeune. Peut-être. Je vais surenchérir. Il y a quelques années, on avait invité un autre maquilleur, peut-être que tu connais, qui est Jacques-Olivier Mollon,
et qui avait une scène à faire dans une morgue. Enfin, c'était une scène d'autopsie. L'humanité. Ouais, c'est peut-être ça, oui. Ouais, oui. Tout à fait. Et donc, en fait, il avait décidé enfin, il pensait peut-être naïvement, je ne sais pas, mais qu'il fallait assister à de vraies autopsies pour essayer de recréer donc cette triste réalité, entre guillemets. Et en fait, il s'est aperçu que ça marchait pas. En fait, à l'écran, ça ne marche pas. La réalité ne marche pas. C'est de la fiction. C'est du cinéma. Donc le réalisme, je pense. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais le réalisme dans le cinéma d'horreur et même de toute façon le réalisme au cinéma pour les blessures, les fractures ouvertes, les choses comme ça. Je sais pas si. De toute façon, chaque film a sa notion de réalisme. Par exemple, on va prendre les derniers James Bond. Enfin, il saute d'une moto, il atterrit sur un hélicoptère, il tombe sur un train, et puis finalement, il finit. Il a à peine le smoking déchiré et il est à peine décoiffé. Voilà. C'est pas tout à fait. Pour revenir à ta carrière, c'est alors ta toute première fois sur un plateau. Est-ce que tu peux nous raconter ça comment? Est-ce que tu es, arrivé à travailler sur un film la toute première fois? La toute première fois, c'était dans Qu'est-ce que c'était comme film? C'était un court-métrage qui était fait à l'époque, ça s'appelait Un été au cinéma. C'était, je sais pas comment dire, c'était une sorte d'atelier grandeur nature avec des jeunes qui faisaient un court-métrage et qui étaient encadrés par des professionnels. Ça se faisait pas loin de l'Alsace, c'était à Saint-Dié-des-Vosges, qui est pas loin de Gérardmer, où il y a le festival du même nom. Et c'était très simple, mais en même temps, pour moi, c'est comme c'était la toute première fois de ma vie. Je voyais une caméra, que je voyais des projecteurs et tout. Donc l'expérience était folle. Ils avaient besoin en fait d'un personnage qui prenait un coup de feu dans la tête, dans le front. Et je me rappelle, en fait, on lui avait mis de la cire sur le comédien avec un bouton de chemise. J'avais arraché un bouton de ma chemise. J'avais mis un fil de nylon dedans. J'avais placé ça sous la poche de cire. Et en fait, quand on tirait dessus, ça déchirait la cire et ça laissait apparaître le trou. Qui est en fait une technique qui est employée dans Taxi Driver de Scorsese. C'est ça qu'ils ont employé dans... Et dans Zombie de George Romero. Quand les mecs prennent des balles dans la tête, c'est ça. Et dans Taxi Driver, à la fin, quand De Niro tire dans le visage d'un mec, il y a des fils de nylon. Ok, d'accord. Oui, c'est tout simple. Et il y a aussi des fils de nylon qui arrachent les doigts du premier gars qui... Ah, c'est comme ça. C'est juste fait avec des fils de nylon. C'est juste fait avec des fils de nylon. C'est génial. Bien sûr. Parce que l'effet marche, mais parce qu'il est amené, parce qu'il est bien sonorisé, parce qu'il est bien filmé, parce que Scorsese, il a tous les, il sait réunir tous les éléments il va l'amener cette séquence. Quand il rentre et qu'il cartonne tout le monde à la fin, c'est pareil. On va les accepter les effets parce que il y a une progression dramatique. On sent qu'à un moment ça va partir en vrille, vraiment. On se doute que ça va faire une explosion de violence et quand elle apparaît, on la prend entre guillemets en pleine gueule parce que tout d'un coup ça part complètement bam 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 bam, on a les impacts, on a le sang et tout, et c'est la façon dont le réalisateur il va te préparer à ça. Ça va te faire accepter le trucage. Oui. Mais toi, ton métier, enfin d'après ce que j'ai compris en discutant avec toi, quand même, tu as bien travaillé directement sur le plateau. Toujours. Il y a ce côté-là en fait chez toi où c'est où tu aimes bien être là et travailler avec le réalisateur et le directeur photo et toujours pour mettre en place tout ça. Oui, parce que c'est là qu'on est sur le plateau, c'est là qu'on découvre, c'est là que ça prend vie. Basiquement, quand on arrive sur un tournage avec des dispositifs d'effets spéciaux, il y a deux types d'effets spéciaux. Il y a ce qu'on fait sur le maquillage spécial qu'on fait sur le comédien, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, un mec il se fait crever un œil ou qu'est-ce que j'en sais, on l'emmène dans la loge, on lui colle quelque chose, on met le faux sang et tout. Voilà. Lui, il arrive sur le plateau, il est prêt, il est maquillé, tout est, voilà. Et puis il y a les dispositifs d'effets spéciaux. Les dispositifs, c'est pas, vous voulez faire, pareil, je dis n'importe quoi, vous voulez faire une main qui se fait poignarder en gros plan, vous avez une fausse main, des tuyaux avec du faux sang et tout, mais quand on amène ça comme ça, basiquement, que c'est pas en lumière, que c'est pas cadré, entre guillemets, ça ressemble à rien. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire, on a des morceaux de plastique, on a des trucs artificiels, et on va les rendre vivants, les rendre crédibles
à l'image. Donc ça passe avec le chef-op, avec la lumière. Une bonne lumière, ça transcende un effet. Une mauvaise lumière, ça annule le truc. On peut avoir un maquillage extraordinaire, si c'est mal photographié, le truc il ressemble à rien. Oui, mais du coup, toi, sur un plateau, du coup, tu peux enfin, du coup, tu sens tout ça. Si la lumière n'est pas bonne, après, tu avec peux... l'expérience. Après, au fur et à mesure, on a des automatismes, on anticipe les choses, etc. Oui, bien sûr, mais ça vient, voilà, à force de le faire. Mais c'est très important d'être sur le plateau en ayant eu justement toutes les discussions préalables. Quand justement, si un metteur en scène vous dit, moi, je veux m'inspirer par exemple de Lucio Fulci, on va aller dans la recherche esthétique. Ça va vraiment s'inspirer des films de Fulci. Les couleurs, tout ça, on va être dans le même. C'est le même état d'esprit. Et est-ce qu'il y a des metteurs en scène, par exemple, qui sont démunis, là aussi, entre guillemets, en matière de référence et qui voilà, disent genre, oh, mais je veux juste un cadavre pourri, et puis point barre. Ça peut arriver. En télé, la plupart du temps, ils sont pas. Mais j'ai une anecdote sur un téléfilm. C'était très drôle parce qu'en plus, c'est un téléfilm pour France 3, donc on se dit, c'est pas. Et en fait, je suis contacté par un réalisateur qui s'appelle Jérôme Navarro. Et il me dit, alors c'est vraiment un téléfilm basique, France 3, entre guillemets, totalement inoffensif, qui s'appelle Meurtre en Bourgogne. Et le mec me dit, j'ai besoin d'un cadavre pourri dans la flotte. Il dit, je vais avoir 2 plans dessus. Et quand je vais le montrer à l'image, il me dit, moi je veux un effet un peu choc. Je veux le faire apparaître dans le cadre, c'est sous l'eau, on va suivre un personnage, un plongeur, et tout d'un coup, ça rentre dans le cadre. Référence aux Dents de la Mer. Ouais. Quand on a la tête du pêcheur qui rentre comme ça brutalement dans le champ. Lui, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Donc il me dit, même si dans le scénario, on lit le scénario au sens stricto sensu, il y avait écrit, c'est un cadavre qui a 30 ans. Donc 30 ans, il ne reste plus rien. C'est un squelette, c'est un crâne. Mais il m'a dit, je m'en fous. Il dit, moi, je ne veux pas de réalisme. On s'en fout, il y a écrit, s'il a 30 ans. Il a dit, c'est pas le problème. Il dit, moi, je veux quelque chose, quand ça rentre dans le cadre, il faut que ce soit impressionnant, il faut que ce soit graphique. Et là, c'est comme quoi, les hasards des trucs. Je lui dis, mais alors toi, tu veux t'inspirer un peu des films, genre justement, comme les films de Lucio Fulci ou les films Inferno de Dario Argento et tout. Et le gars me dit, mais c'est très drôle que tu me parles de Lucio Fulci, parce que moi, j'ai bossé avec son maquilleur, justement. Il avait bossé comme assistant réel, le gars, sur Vatel. Et c'était Gianetto de Rossi qui était maquilleur. Donc du coup, on s'est super bien entendu, je dirais super bien compris sur ce qu'il voulait. Et en une conversation téléphonique de 20 minutes, on avait soldé le truc. Donc voilà, moi j'ai raccroché, on lui a fabriqué son cadavre, et voilà, et il a tourné avec, c'était exactement sa vision, c'était ce qu'il voulait. Donc pour toi, ce qui importe, parce que ça c'est bien, moi je trouve ça vachement bien, ce qui importe c'est la vision du réalisateur. Ah, complètement. Ah oui, c'est son point de vue. Ah, toujours. Il faut que tu te moules en fait. Toujours, c'est indispensable pour moi parce que moi je suis pas metteur en scène. Moi c'est pas mon histoire. Moi on me propose une histoire, on me propose un scénario, on me propose un projet. Je dis d'accord, super. Est-ce que moi j'ai un mini raisonnement tout de suite en me disant est-ce que techniquement on peut le faire? Oui. Tu parlais du bazar de la Charité, où il y a donc tous ces brûlés. Moi, je me dis, d'accord, super, ok, des maquillages de brûlés, je peux faire, très bien. Et après, je vais voir le réal, je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que ce soit très graphique, il faut que ce soit assez horrifique, ou alors est-ce que tu vas pas trop les montrer? Qu'est-ce que tu choisis de faire? C'est quoi ton parti pris? Et le mec, il me dit, moi je vais avoir, c'est en ces termes, hein, il me dit, moi je vais mettre en scène dans le premier épisode un incendie, il y en a pour 30 minutes à l'image. Il me dit, c'est un incendie, il est très impressionnant, on va faire flamber le décor et tout. Il me dit, les personnes qu'on va voir brûler, il faut que ce soit réellement impressionnant. Il me dit, si c'est juste pour montrer 3 rougeurs, ça m'intéresse pas. Dans quel cas, je fais pas le film. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit impressionnant, il faut que ça marque, il faut que ce soit choquant. Il dit, je vais essayer de retranscrire l'horreur d'une situation, donc ça passe aussi par ça. Donc c'est une vraie volonté du réal. Et après, moi, je m'adapte. Est-ce que ça peut arriver, ou est-ce que ça t'est arrivé d'ailleurs, de tomber sur un réal ou sur une production à un moment donné qui te disent, bah écoute, t'es la personne qui connaît le mieux, donc dirige tes propres effets?
Ça peut arriver, mais après, faut vraiment qu'on discute bien avant, parce que moi, ma vision, c'est pas forcément celle qu'il va avoir. Oui. C'est ça le problème. Moi, j'ai aussi comme ça des influences. J'ai aussi des réalisateurs qui me parlent plus que d'autres. Il faut que ça reste en adéquation. Et le problème, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, un maquilleur d'effets spéciaux, il peut pas se contenter de proposer juste de la technique. De dire, par exemple, une blessure, ça se fait comme ça, point barre. Mais une blessure, il y a mille façons de la faire. Donc, du coup, c'est pour ça. Il faut toujours être le plus proche possible de la vision du réal, dans sa globalité, de comprendre. Quand on va le passer demain, quand ils font Laisser bronzer les cadavres et l'NKT Bruno Forzani, on a une séquence où une policière prend une balle dans l'œil, et on a dit c'est pas innocent comme référence. On a dit le genre de blessure qu'elle a, c'est ce qu'on aurait pu voir dans un western de Sergio Corbucci, par exemple, dans les années 70. C'est exactement l'état d'esprit du film. C'est-à-dire qu'eux, il y a un côté, le sang, il est très foncé, c'est une blessure assez sale. C'est pas, on leur aurait fait un trou propre et tout. Ça n'aurait pas collé. Ça n'aurait pas été dans l'état d'esprit du film. Même si le maquillage avait été bien fait. C'est ça le problème. Hein. C'est pas... Aujourd'hui, je pense que le problème, c'est pas de faire un effet qui techniquement soit au point. C'est de faire un effet qui corresponde à la vision du film, je pense. Bah justement, parce que là, c'est aussi une question un peu à la con. On a beaucoup parlé de films, justement, années 70, années 80, etc. Du coup, est-ce que tu penses que c'était mieux avant? Et déjà, est-ce que tu aurais aimé travailler dans cette période? Enfin, là, on est oui, c'est le problème, ouais, malheureusement. Enfin, malheureusement, oui, oui. J'aurais bien voulu être dans les années 70 pour faire toute la vague des Giallo et de ce genre de films. Oui, parce que tu es un grand fan de Giallo. Je suis un grand fan de Giallo, alors forcément, je vois les films de Dario Argento et tous les dérivés, les films de Mario Bava, de Martino, de Umberto Lenzi, Aldo Lado, tous ces réals-là. Oui, moi, ça m'aurait plu d'être né en Italie dans les années 70. Mais forcément. Alors justement, moi je trouve ça quelque part même un peu étrange pour quelqu'un qui travaille dans les effets spéciaux, parce que finalement c'est même si c'est des fois des films qui sont graphiquement très gore, on peut pas dire que les effets soient on va dire proéminents. C'est quand même les intrigues à la base, oui. C'est quand même une esthétique, et finalement les effets sont assez discrets dans ces films-là. Mais je crois que ça me va en fait. Moi, c'est ce qui me plaît, par exemple, quand je bosse sur des longs. Bon, encore une fois, on parlait du film de Xavier Beauvois. Moi, j'ai fait 2 nuits de tournage sur son film, mais quelque part, ça me va très bien. Je fais une séquence, mais c'est une séquence qui a son importance. Et la débauche d'effets, maintenant, c'est l'exemple que je cite tout le temps. Si demain, on me dit faire un Walking Dead avec 300 zombies, je vais me faire chier au bout de 2 jours. Parce que c'est pas une question de proéminence ou de défi technique. Des fois, une séquence, elle peut avoir beaucoup plus d'impact qu'une débauche. Regarde un film comme World War Z, par exemple. Les zombies, on les voit trop. Il y a trop d'attaques, il y a trop de masses, de trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu t'y habitues, ça n'a plus d'impact. Mais tu vois, j'ai pas cité le meilleur exemple. Hein, Ouais, peut-être, ouais, tu vois, mais du coup, je te lâche pas sur The Thing de John Carpenter, j'y reviens. Comme ça, on peut revenir sur The Thing. On peut revenir sur The Thing, parce que dans The Thing, il y a quand même une débauche d'effets spéciaux. Ouais, il y a une débauche qui sont complètement hallucinants. Ils sont incroyables. C'est les meilleurs effets de transformation de créatures de l'histoire du cinéma. Parce que non seulement ils sont extrêmement nombreux, ils sont extrêmement variés, et en plus, ils sont filmés, ce qu'on pourrait dire full frontal. En pleine lumière, plein cadre. C'est ça qui est étonnant dans ce film, en fait. Il y a quelque chose de magique dans le. Alors, ils sont en soi, ils sont parfaits. Jamais de la vie, je vais remettre le talent de Rob Bottin, qui est immense, qui est un des vrais génies, on peut dire, du maquillage, comme Dick Smith. Eux, c'était des vrais génies. Plein de maquilleurs sont d'extraordinaires techniciens. Rob Bottin fait partie de la catégorie des génies. C'est les mecs qui ont un truc inné, parce qu'il avait 23 ans en plus à l'époque quand il fait The Thing. Ce qui aujourd'hui est impossible. Voilà, et Dick Smith avait fait les maquillages de L'Exorciste. Voilà. Le Parrain. Pour donner une idée. Amadeus, Les Prédateurs. Aussi. Lui aussi, c'est un génie. Mais en fait, The Thing, il combine à la fois
des effets, des créatures, du maquillage qui sont extraordinaires, qui sont vraiment géniaux, mais aussi, il faut dire, la mise en scène de Carpenter et ses personnages. La façon qu'il a de développer les personnages, la façon qu'il a de développer le thème de la paranoïa. On dit souvent que The Thing, c'est pas réellement un film de monstre, c'est un film sur la paranoïa. Et si les effets, je pense, après c'est un avis, mais s'ils marchent aussi bien, c'est parce que justement la mise en scène de Carpenter, elle permet qu'il fonctionne aussi bien. Parce que tu t'es tellement attaché aux personnages, ils sont tellement bien construits, tu apprends à les connaître à partir du moment où il y a toutes ces créatures, où il y a tous ces effets qui vont entrer en jeu, on est tellement du côté des personnages qu'on le vit avec eux. Si tu as un personnage, tu n'en as rien à foutre, tu peux avoir une super bestiole qui apparaît dans le champ, tu verras un mec dans un costume en latex. Parce que tu n'es pas dans le film, tu ne crois pas au perso, tu ne crois pas en la situation, tu ne crois pas en l'histoire. Là, chez Carpenter, avant de penser à faire des performances techniques incroyables, parce qu'elles sont incroyables, lui, il pense à développer son histoire, à développer ses personnages, et du coup, encore une fois, Carpenter c'est un exemple incroyable dans la mise en scène et dans les effets spéciaux en maquillage en particulier, c'est parce que Carpenter, il peut passer d'un film où, entre guillemets, il n'y a pas d'effets spéciaux, genre Halloween, il n'y a pas d'effets gore, il n'y a pas de sang, on ne voit pas de tête coupée, on ne voit pas de... Voilà, c'est très très sobre, et le film est superbe, et The Thing, il y a une débauche d'effets spéciaux, mais ça marche avec sa mise en scène. Toujours. Carpenter, il va jamais sacrifier sa mise en scène au profit d'effets spéciaux. Il va toujours les utiliser. Dans l'Entre de la folie qu'on a vu hier soir, il les utilise de façon radicalement opposée parce que la thématique, parce que le thème du film, ce qui l'intéresse, ce qu'il a envie de raconter, c'est il y a un côté, ça fonctionne beaucoup avec l'imaginaire. Donc du coup, il va faire utiliser l'imagination du spectateur. C'est-à-dire que ces créatures, il va les montrer par bribes. Ça va être hyper fugace. On voit presque rien. On voit un bout de tentacule, on voit un bout de mâchoire. Et c'est l'imagination du spectateur qui va tout compléter. Tandis que dans The Thing, comme tu es du point de vue des personnages, ils vivent la situation, ils voient tout ce qui se passe en temps réel. Donc là, il n'y a pas d'imagination. Tout se passe sur leurs yeux. Donc ils te montrent en temps réel ce qui se passe sur leurs yeux. C'est ce côté pleine lumière qui est complètement assumé. C'est plein cadre. C'est génial, ce côté-là. Et ça, il est incroyable. Et ouais, Carpenter, pour ça, c'est non seulement un grand réalisateur, un grand metteur en scène pour raconter des histoires, mais c'est aussi un très grand technicien dans sa façon d'utiliser. Il utilisera toujours les effets dont il a besoin. Il ne va pas se cacher à un moment, se dire je ne sais pas comment filmer cette séquence, je ne sais pas comment provoquer une émotion, donc je vais mettre une grosse bestiole dans le champ, je vais mettre 10 litres de sang, qu'est-ce que j'en sais. Non, tout est toujours hyper cohérent. Quand il a besoin d'effets, il les montre. Quand il a besoin, il justifie de les montrer, il va les montrer. Quand il n'a pas besoin de les montrer, il ne les montre pas. Ou il va trouver un subterfuge pour ne pas avoir à le montrer. Et toi, par exemple, c'est un metteur en scène qui a pu t'inspirer, comme Dario Argento, par exemple. Ah oui, j'en ai. Mais j'ai une poignée comme ça, on en a un tout petit peu parlé ce matin aussi. David Cronenberg est très inspirant. John Carpenter, forcément. Dario Argento. Mais Dario Argento, ça va être une recherche esthétique absolue. Une utilisation esthétique de l'effet spécial. Quand il va faire Ténèbres, il va utiliser une séquence où on tranche le bras d'une nana qui peut être un effet gore absolument basique et vu et revu, sauf que lui, il l'utilise comme une véritable prouesse artistique où un jet de sang va repeindre tout un mur de façon complètement à la fois surréaliste et absolument artistique, stylisée à l'extrême. Donc Argento, c'est aussi, outre son côté metteur en scène de génie, c'est aussi son côté, il sait utiliser les effets au mieux. Il y a une utilisation propre, il y a un état d'esprit derrière tout ça. Lucio Fulci, c'est pareil. Lucio Fulci, quand il visualisait des zombies dans ses films, si vous regardez bien, si vous avez vu L'Au-delà, Frayeur, des films comme ça, ces zombies ont toujours les yeux fermés ou les yeux blancs.
C'est parce que lui, Lucio Fulci, authentiquement, est un metteur en scène qui avait une obsession de la mort. Et pour lui, tout ce qui était mort était tout décomposé, tout pourri, avec des vers et tout ça. C'est un des rares metteurs en scène qui utilise la thématique des zombies avec justement une vraie thématique. Il y a un usage pertinent. Chez lui, les morts vivants, c'est un peu comme des fantômes. Ils peuvent apparaître, disparaître. C'est pas un figurant peint en blanc, tu vas coller dans le cadre, et puis voilà, le mec il tend les bras, et puis il fait comme ça. Non, ça n'a rien à voir. S'ils sont tout décomposés, tout putréfiés, il y a une raison. C'est en ça qu'on voit aussi que Fulci était un grand metteur en scène, je pense. Mais je pense que justement, si tu travailles en tant que maquilleur sur ce type de film, c'est ultra motivant. Ah bah oui. En fait, du moment qu'on tombe sur des gens comme ça qui ont une espèce de vision très propre à eux, c'est ça. Ils veulent absolument obtenir ça. Je pense que c'est super motivant pour un maquilleur. J'ai la chance, ça c'est vrai, ça c'est une chance, la chance d'avoir pu travailler avec des metteurs en scène avec un véritable univers, avec une mise en scène que tu vas reconnaître tout de suite. Parce que là, on va citer juste trois metteurs en scène, enfin, dont un couple de metteurs en scène. Tu as travaillé donc avec Kate Forzani, tu as travaillé avec Bertrand Mandico et Eric Valette. Oui. Donc c'est quand même trois univers complètement différent. Complètement. Donc, alors, comment ça se passe, par exemple, je sais pas comment ça se passe quand on travaille avec Kate Forzani. Comment ça se passe? C'est quoi les différences avec Mandico et Valette, par exemple? En fait, avec Kate Forzani, c'est absolument incroyable parce que j'ai fait 2 films avec eux. J'ai fait L'étrange couleur des larmes de ton corps et j'ai fait Laisser bronzer les cadavres. Et en fait, ces 2 metteurs en scène, quand tu arrives chez eux, justement, au tout début, c'est la façon la plus classique que tu as de travailler sur un film. Ils t'appellent, ils t'envoient le scénario, ils te disent, voilà, voyons-nous, discutons des effets, et voyons comment on peut les fabriquer, les faire, et comment on peut bosser sur le film. Ok, ils m'envoient le scénario, je lis, je les rencontre à Bruxelles. Et en fait, quand je les vois, je me rends compte que tout leur film est déjà prêt. Ils ont un storyboard avec tous les plans. Sur L'étrange couleur des larmes de ton corps, il y a 996 plans. Ils sont tous décidés, de A à Z. Ils ont tout le film dans leur tête. Chaque effet, ils me disent, voilà, on veut tel résultat et il faut employer telle technique. Ah, jusqu'à te citer la technique. Jusqu'à me donner la technique. Ils me disent, on a un plan large, on voit le torse d'un acteur couvert de bouts de verre avec des blessures et des éclats de verre dedans. Ils disent ça, on va utiliser le vrai acteur, le vrai torse de l'acteur, et tu vas maquiller dessus, tu vas poser des fausses plaies, etc. Et après, ils me disent, on a un très gros plan où on va voir le doigt d'une femme s'enfoncer dans une plaie. Et là, du coup, ils me disent, tu vas fabriquer un faux torse. On va mouler le comédien et on va fabriquer une prothèse et l'actrice plantera son doigt dedans. Ils ont absolument tout en tête. Les techniques, ils savent du coup qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Okay. Et du coup, travailler avec, en soi, c'est incroyable parce que là, l'aspect collaboration, il est fait... il est fait à 100%. C'est pas, ils m'envoient le script, ils me disent fabrique les trucs, t'arrives 3 mois plus tard sur le plateau, et puis voilà, on découvre ensemble. Pas du tout. Eux, ils savent tout avant. Tout est dans leur tête. Chaque plan. Et ils savent pareil, la durée. Mettons, on va avoir une prothèse. Et je vais leur dire, ah ben là, par exemple, là, tu vois, la peau, la fausse peau, peut-être elle n'est pas absolument parfaite. Je sais pas, est-ce que ça va bien rendre? Ils me disent, mais c'est pas grave, parce que le plan, il va durer 1 seconde à l'image. Oui, et donc, le plan, ouais. Une anecdote que je raconte souvent, quand on devait faire les moulages, ils ont fait venir leur chef opérateur. Le chef opérateur, c'est un des meilleurs chefs opérateurs d'Europe, c'est Manu Dacos. Et si tu veux, ils ont par exemple un plan où un personnage ramasse un éclat de verre, c'est un peu glauque, hein, vous m'excuserez, et il se le plante violemment dans l'œil. Donc pour le moment où il se plante dans l'œil, on va fabriquer un morceau de faux visage. On va mouler ça et on plantera plus tard un morceau de verre en plastique. On va planter ça dans la prothèse. Je demande à Manu Dacos,
quel va être le cadre pour moi savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Si maintenant les mecs ils filment quelque chose qui fait cette taille, moi j'ai pas besoin de fabriquer un buste en entier de l'acteur, ça économise du temps et de l'argent. En fait, Manu Dacos me prend des photos du comédien avec un appareil photo, on appelle ça un 5D. Les photos de comédien qu'il m'a prises, c'est les plans qu'on va retrouver plus tard dans le film. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, ce qu'il prenait en photo de référence, c'est exactement les cadrages qui allaient être faits 3 mois plus tard sur le tournage. C'est dire le degré de préparation incroyable pour ces films. Alors, est-ce que ça vient du fait que ce soit des petits budgets, parce que c'est des films oui, des petits budgets, qui sont très achevés esthétiquement, mais c'est des petits budgets, je ne sais pas exactement combien ça a coûté, mais en tout cas, ils n'ont pas coûté 2 millions, ça c'est sûr. Voilà, c'est très peu. C'est très peu, quoi. Surtout paradoxalement par rapport à tout ce qu'on voit à l'image. C'est assez incroyable parce que quand on voit leur film, on a l'impression que ça a coûté plus cher parce que visuellement, ça a vraiment de la gueule. Il y a une vraie volonté d'être généreux, d'en montrer à l'image, et pourtant c'est des budgets. Ça va pas très loin, malheureusement. Et avec Mandico, par exemple, parce que tu as travaillé sur Les Garçons Sauvages sur Ultra Pulp aussi. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Et c'est différent au niveau de la manière de travailler. On est à l'opposé. On est dans quelque chose de plus, j'allais dire, de plus fou, de moins préparé. On est dans quelque chose de plus freaky, parce que oui, de plus fou. Parce qu'en fait, Mandico, lui, il est capable de, il va donner la dernière retouche sur ses effets, ses costumes, ses trucs. C'est quelqu'un qui vient des arts plastiques et c'est quelqu'un qui expérimente plein de choses. Directement sur le plateau ? Directement sur le plateau. Il fait des rétroprojections, il va balancer du sable, plein des éléments comme ça devant la caméra. Il expérimente énormément. Et en termes d'effets spéciaux, plastique, il a un truc, il a quelque chose que j'explique pas. Après, c'est sa marque aussi, sa marque de fabrique. Lui, il va réussir à te faire passer quelque chose entre guillemets de fake, de faux, pour quelque chose de complètement cohérent. Il sait amener les choses, il sait les mettre en scène, les cadrer pour qu'on y croie. Pour te créer un sentiment, une sensation et tout. Là pour ça, il est très fort. Il sait vraiment, il sait quoi faire de tout. En fait, en gros, Mandico, tu vas lui proposer des choses, tu vas lui donner des choses et lui va les utiliser. Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui fait faux, il va l'assumer. Mais il va l'assumer et ça marchera. Et c'est ça le truc. Mais c'est un piège. C'est un piège dans le sens où après, tu dis ça à un metteur en scène, tu dis ouais, mais regarde, ton truc il fait faux, mais c'est pas grave, tu l'assumes. Eh ben, ça marchera pas. Oui, excusez-moi. Je parle trop en fait. C'est ça. On parle beaucoup. Hein. Ouais. Ah, promis. J'avais juste une question. Je suis curieuse de savoir quel a été votre rôle sur les tournages de Gaspard Noé. Comment ça s'est passé pour travailler sur Love, en fait. Oui, c'est ça. On a fait la séquence où il se ramasse une bouteille sur la tronche. Okay. On lui a cassé une bouteille dessus une dizaine de fois. Pareil, Noé, en fait, c'est une... Ouais, c'est une personnalité, le mec. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est quelqu'un de très timide. C'est quelqu'un, au début, qui est peut-être même limite assez distant, qui au fur et à mesure du tournage, il se révèle. C'était très particulier comme tournage. J'ai fait juste une nuit. Mais après, c'est un grand metteur en scène avec une vraie vision. Après, on aime ou on n'aime pas ses films. Il y a des thématiques particulières. Il y a peut-être des choses qui sont assez dures ou qu'on va peut-être pas accepter. Je pense surtout à Irréversible. Mais après, c'est un vrai réal. Le mec, il y a une vraie vision quand il bosse, quand il pose un cadre avec son chef-op, quand il met une séquence en place, on sent qu'il y a une vraie vision. C'est pas quelqu'un qui fait les trucs à l'arrache, c'est pas quelqu'un qui s'en fout. En fait, il s'imprègne de la scène et puis voilà. Tu le vois réfléchir et puis tout d'un coup, il met tout en place, met son cadre en place et ça y est, hop. Il commence à tourner une prise, 2 prises, 15 prises. Ça dépend.
Et alors du coup, pour finir, alors Éric Valette, donc sur le serpent, tu as travaillé sur le serpent aux 1000 coupures, C'est ça. qu'on va voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Et là, comment ça s'est passé? C'était quoi ton job en fait dessus? Est-ce que vous l'avez vu, le serpent aux 1000 coupures? Est-ce que je peux parler du coup de ce que j'ai fait ou est-ce que je vais tout... Oui, parce tout que révéler tu vas leur donner envie de venir. Très bien. En fait, c'est une. Je peux le raconter maintenant. Il y a prescription. En fait, je travaille sur un film qui s'appelle Un ciel bleu presque parfait, et je reçois un coup de fil. C'est le premier assistant. C'est Jean-André. Jean-André Silvestro. Ouais. Et le gars me dit voilà, je suis en train de tourner un polar et j'ai besoin de membres coupés. J'ai besoin de morceaux de cadavres et j'ai besoin de cadavres brûlés. Ah, je me dis d'accord, bah, c'est original. Et il me dit, je suis en train de faire le nouveau film d'Éric Valette. Je me dis, génial. Éric Valette, je connaissais depuis Maléfique et La Proie. Et je me dis, ah, mais c'est super. On commence la journée en me proposant de bosser sur un film d'Éric Valette. C'est fantastique. Et il me dit, voilà, moi j'ai besoin de 2 jambes, de 2 bras, d'un torse de femme, puis qu'on a une séquence où une pauvre femme est découpée. Elle est lacérée, découpée, massacrée, et on retrouve les morceaux. Ah ouais, je me dis, génial. Bah écoute, il me dit, vérifie ce que tu as en stock, et moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin de morceaux. Ok, je dis, super, très bien. Et il me dit par là même aussi, bah dans 2 jours, tu vas rencontrer Eric pour qu'il t'explique précisément ce dont il a besoin. Je dis, génial, super, faisons ça. Moi j'étais à Paris, c'était cool. Ok, j'attends votre appel. Il me rappelle, il me dit, voilà, genre... demain, tu vas croiser Eric à 15h, je sais plus où, dans Paris. Super. Moi, je suis fou de joie. Parce que j'avais envie de bosser avec Éric Valette. Et du coup, je le rencontre, super sympa. Ça se passe très bien. Il m'explique ce qu'il veut. Il me dit voilà, on a une séquence où justement une pauvre femme, elle est massacrée par le tueur asiatique du film, qui est incroyable d'ailleurs. Vous verrez, c'est super. Et donc, il me dit voilà, moi j'ai un plan où je vais retrouver son cadavre et elle va être. Elle est découpée, on voit ses jambes, ses bras et tout, mais pas sa tête. C'est là aussi, voilà. Là aussi, la preuve où on voit qu'il est intelligent. Il me dit, on va pas refaire la tête de l'actrice, on va pas faire une fausse tête. Il me dit, parce qu'une fausse tête, ça se voit tout de suite au cinéma. On voit quand voilà, on sent que c'est factice. Alors du coup, il me dit, moi, je vais mettre la tête de l'actrice dans le décor. C'est-à-dire qu'il va y avoir un empilement de palettes en bois, mais le décor sera creux et l'actrice, elle va s'asseoir dedans et il y aura juste sa tête qui dépasse. Et autour, on mettra des morceaux. Et il me dit, comme moi, je vais être focus sur la tête, on se rendra compte que la tête est réelle, enfin, on se rendra compte, on l'acceptera beaucoup plus facilement, et du coup, les morceaux de cadavres autour feront plus vrai. Je me dis, c'est formidable. Super, elle me dit, bah écoute, c'est très bien, le directeur de prod va te contacter, faisons ça, je suis très content qu'on puisse le faire ensemble, c'est cool. Moi, je rentre chez moi, le directeur de prod m'appelle, me dit, bon, bah alors, apparemment, tu as genre 2 cadavres brûlés et puis des morceaux que tu peux nous louer, bah écoute, c'est super, voilà, on va te faire un bon de commande, c'est parfait. Et là, en fait, je rentre dans mon atelier, je me rends compte que j'ai pas de morceaux, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, en genre 2 jours, je fabrique tout ce dont il a besoin. Je leur envoie des photos. Et je leur dis, vous avez vu, j'ai du stock et tout. Ah, super, très bien, génial. Bah écoute, envoie-nous tout ça. Mais en fait, j'avais rien du tout à la base. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est horrible. Mais sur le coup, j'ai mitonné pour pouvoir bosser avec Éric Valette. Mais ça a marché. Heureusement. Il est fait dans le film et il est vachement bien. Et ben voilà. Mais c'est parce qu'il l'a bien utilisé. Du coup, voilà, j'ai envoyé tous mes morceaux en Belgique. Alors, du coup, leur tourne. Moi, je vais poser. Alors, on va sauter du coq à l'âne, mais je vais poser une dernière question pour vous laisser un peu discuter avec David. Est-ce que on va parler d'effets numériques et d'effets organiques, si je peux dire. Est-ce que tu penses que l'un est complémentaire de l'autre? Toi, qu'est-ce que tu penses des effets numériques, alors qu'il y a eu une époque dans le cinéma où il y avait justement ce fantasme du tout numérique, et moi je vais donner mon avis personnel là-dessus. Je trouve qu'un effet numérique, que ce soit par exemple de misérables impacts de balles donc fait en numérique, ça ne marche pas, et ça ne marchera jamais à mon avis. Non.
On a besoin on a besoin du vrai. Ah oui, oui, non, bien. Après, moi, en fait, le numérique, je suis pour quand ça complète le réel, quand ça complète le maquillage, ou l'effet réel. Encore une fois, je reviens sur cette série avec cet incendie du bazar de la Charité. On a tout le décor qui brûle en vrai, et après, les spécialistes des effets numériques vont rajouter 20% de flammes en plus, mais des flammes en 3D. Sauf que comme elles sont mélangées à de vraies flammes, l'effet y passe. L'effet fonctionne. On a l'impression d'avoir un incendie avec plus d'ampleur. Et par exemple, au niveau des effets spéciaux de maquillage, comment ça se traduit? Comment un effet numérique peut venir compléter un effet spécial, par exemple? Bah déjà, en fait, déjà à la base, il peut corriger les défauts que tu vas avoir quand tu fais un maquillage. Que quelqu'un le porte, par exemple, pendant 10 heures d'affilée, eh ben, il va avoir des petits bouts qui vont peut-être se décoller, qui vont s'abîmer. En numérique, tu peux lisser tout ça. Tu peux reprendre les raccords. Mettons, on va faire une séquence, par exemple, on nous demande, tiens, on va avoir un gars, il est genre comme ça, il est sur un fauteuil, et puis hop, il se fait égorger. On lui pose quelque chose sur le cou, avec des tuyaux de sang. Je sais pas, peut-être à un moment, on n'a pas 3 heures pour tout préparer, pour tout installer. Peut-être qu'on va voir un tuyau qui dépasse. Numériquement, on peut l'effacer. Et ça nous aide. On complète les effets réels. On va mettre du faux sang. En vrai, on va faire gicler du faux sang. Numériquement, ils vont en rajouter un tout petit peu pour, encore une fois, donner plus d'ampleur, mais que l'effet ne soit pas 100% numérique. Parce que 100% numérique, ça se voit. Combiné avec du réel, genre 75% réel, 25% numérique, ça fonctionne très bien. Le cerveau ne peut pas faire la différence. Okay, ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc, combiner les deux techniques, c'est très bien. Un film qui, à l'époque, a failli, mais parce que ça, c'était les états d'esprit, mais on a dit, ça a failli sonner le glas du maquillage spécial, c'est Terminator 2. Où on a dit, ça y est, maintenant, tout va être fait en image de synthèse. On n'aura plus de maquillage. En fait, c'est faux. En fait, dans Terminator 2, il y a énormément de choses qui sont réelles. C'est tout le maquillage de Schwarzenegger en Terminator. Il y a tous les plans où le personnage qu'ils appellent T-1000, le robot métallique, quand il prend des coups, tout est fait en vrai. Quand il tire dessus dans l'ascenseur, que sa tête elle est coupée en deux, quand il prend des impacts, des coups de fusil à pompe et tout, tout est réel, tout est fait sur le plateau. Après, les moments où il se répare, où les blessures se résorbent, ça c'est fait en image de synthèse. Mais au bout du compte, Terminator 2 n'annonçait pas du tout la fin des effets de maquillage, mais annonçait plutôt la combinaison entre maquillage et numérique. Un plan où on voit, si vous vous rappelez à la fin du film, c'est Linda Hamilton, elle tire dans la tête de Robert Patrick, et on le voit se retourner avec un énorme trou dans la tête. Ça, c'est une marionnette. C'est une fausse tête. C'est un effet. C'est une fausse tête qu'ils animent comme ça sur le plateau, mais c'est un vrai effet latex plastique. Donc du coup, en fait, non. Le numérique n'a pas, ne va pas tuer le maquillage. Mais au contraire, ça ouvre un peu des nouvelles possibilités de se dire, voilà, on sait que c'est une option. Récemment, on a fait un film où on avait par exemple quelqu'un qui doit avoir le crâne rasé. Eh ben, on tournait de nuit, il fait froid, un maquillage, ça bouge, etc. Et par moments, on avait cette espèce de faux crâne qui se décollait. Ben maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, on a l'option numérique pour retoucher tout ça. Ce qu'on n'avait pas avant. Donc, je suis très pour l'utilisation du numérique. Perfetto. On a beaucoup parlé, donc je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres questions à poser. Moi, j'ai plein de choses à lui demander encore. Hein. Je le ferai en off. Et je vais... Oh, le silence d'un coup. Ouais, allez, moi je vais un peu continuer. On a parlé du... Allez, 5 minutes. On a parlé du studio, ça pourrait faire une belle conclusion d'ailleurs, je sais pas, tu vas nous dire. On a parlé du studio KNB.
Oui. qui a fait qui a fait les effets spéciaux de l'Antre de la Folie. C'est un gros studio maintenant aux États-Unis. Absolument. Par exemple, toi, à l'heure actuelle, là où tu en es aujourd'hui dans ta profession, est-ce que tu te verrais créer ton propre studio avec ta propre équipe de maquilleurs? Est-ce que tu aurais ce genre de velléité, ou est-ce que tu préférerais continuer à travailler comme tu le fais? Ah, et oui. En fait, je pense pas. Bizarrement, je me verrais pas. Sur certains projets, oui, il faut diriger une équipe de plusieurs personnes, mais bizarrement, tout le temps, non, je me verrais pas ça. Moi, il me faut. En fait, la liberté. La liberté, et surtout, il faut que j'alterne les projets. Si je fais un très gros projet, par exemple, comme une grosse série télé, après, il faut que j'enchaîne sur des petits courts-métrages où je puisse refaire les trucs tout seul. C'est encore une fois, c'est ce que disait, encore il a des super interviews sur Gianetto de Rossi. Il dit s'il a accepté Haute Tension, c'est parce que justement, il dit il n'y a pas beaucoup d'argent, on va tourner en Roumanie, de nuit, ça va être compliqué. Il dit mais tout d'un coup, Alexandre Aja, il met tellement de cœur à l'ouvrage que moi j'ai envie de le suivre et j'ai envie de voir si à 65 ans je suis encore capable de faire les trucs tout seul comme ça. Et voilà, en fait c'est exactement, je pense, l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Peut-être ça changera, ça je sais pas, mais parce que du coup, il y a quand même ce côté aventurier, parce que c'est toujours pareil, je reviens à ta filmo, il y a l'équipe vidéo, des séries télé, des téléfilms, enfin des films de fiction bien sûr, mais tu peux travailler avec des cinéastes dits auteuristes, des cinéastes dits de genre. C'est ça qui est vachement bien, enfin, il y a ce côté, aventurier et partout, partout apprendre et continuer à apprendre. Oui, complètement. Tout le temps. C'est pour ça, avoir une équipe, ça implique au bout d'un moment forcément faire moins de choses. Et après, moi, je sais pas si c'est quelque chose qui me correspondrait bien. Ça, je sais pas. Enfin, toujours est-il, ce que je sais parfaitement, c'est qu'il faut que je continue de faire des projets en solo. Ça, c'est... Oui, c'est important pour toi. C'est important. Je peux pas faire autrement. Il faut les films d'Hélène et Bruno, je les ai fait tout seul, sans assistant. Mais bizarrement, je me dis, est-ce que j'aurais réussi? Prenons, on sait jamais. Admettons, j'ai un assistant sur le plateau. Est-ce que j'aurais réussi à lui transmettre le bon état d'esprit et tout? Pour ne pas parce que Hélène Catet et Bruno Forzani, eux, c'est pas des techniciens qui cherchent, c'est des collaborateurs. C'est des gens qui comprennent leur univers. Donc moi, du coup, si je travaille avec des gens, j'ai besoin que ces gens comprennent l'univers. Si je travaille avec quelqu'un et qui me dit j'en ai rien à foutre de Dario Argento, ça m'intéresse pas, c'est des vieux films de merde, c'est les années 70, et ça je l'ai déjà entendu, je me dis mais non, je sais que ça va pas trop, on va pas être super copains, on ira pas boire des coups le soir ensemble. Donc je me dis non, écoute, voilà, c'est pas ça me dit pas de travailler comme ça. Après on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc je pense que moi ça va très bien dans mon état d'esprit. Mais du coup, et puis je pense qu'on va en terminer là. Du coup, tu te verrais pas à un autre poste sur un film que celui que tu occupes actuellement? Tu te verrais pas, je sais pas, tu caresses pas des velléités de mise en scène, à un moment donné se dire, ah ben tiens, je monterais bien mon propre film que je mettrais en scène. Peut-être un jour, si vous le passez alors. Mais oui, il y a Extrême Cinéma, tu vois, on va te réinviter bien sûr. Écoute, je ferai un film exprès pour revenir à Toulouse. Mais c'est ça. Ou qui se passe à Toulouse. Encore mieux. Encore mieux. Je prendrai une résidence secondaire alors.